Et moi, je pense que ce qui est important, c'est de dire, mais pourquoi on voudrait faire ça? Alors, je crois qu'il faut qu'on se dise, bon, à la fois, il y a la conscience du citoyen, hein, on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on n'a qu'une seule planète, qu'il va falloir l'aménager, qu'il va falloir l'exploiter en jardinier et non pas en mineur, hein, et on a tendance à avoir un peu de tempérament de mineur, c'est on creuse, et puis on verra bien s'il en reste à la fin des choses à la mine. Avec le jardinier, par définition, ben, il cultive en se disant, de toute façon, j'aurai une saison prochaine, et la saison prochaine, il faut que je la prépare, il faut que je prépare de la matière organique, il faut que je prépare du compost, il faut que je prépare du broyat, il faut que je prépare des plates-bandes. Et donc, par définition, d'un souci, je dirais, du lendemain, du surlendemain, ou de la saison d'après. Donc, on a la chance d'avoir, je pense, ce rappel de la part de notre pape. D'abord, on a beaucoup de chance d'avoir le pape qu'on a. Il faut se dire une chose. Hein. Ça, c'est quand même... bon, même s'il secoue un peu la curie romaine, on a quand même beaucoup de chance d'avoir le pape qu'on a. Et ce côté prophétique qu'il a, c'est effectivement d'avoir dit que de s'être aventuré sur ce terrain de ce qu'il a appelé l'écologie intégrale. Alors, je ne sais pas pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous avez vu ce qu'il appelle l'écologie intégrale? Non, ça vous parle? Ça vous parle pas? Bon. L'écologie intégrale, c'est du bon sens, mais c'est très important de le rappeler, et puis c'est lui qui le rappelle, c'est de dire que s'occuper de la lutte contre les inégalités et la pauvreté, et s'occuper de l'avenir de notre petite terre, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est en vérité, si on s'occupe de lutter contre la pauvreté, obligatoirement, on va s'occuper de s'intéresser à ce que la biosphère est un avenir et qu'on ne l'exploite pas de façon irraisonnable. Et de même que si on veut utiliser la biosphère de façon équilibrée, eh bien, il va falloir se poser la question comment on va faire pour que, je dirais, utiliser une seule terre et non pas en vivant comme les Américains, où on sait bien que si les 7 milliards d'hommes vivaient comme les Américains, il nous faudrait entre 5 et 6 planètes. Bon. Donc, cette écologie intégrale, c'est bien de dire, voilà, c'est un même souci, le souci de la lutte contre les inégalités et le souci de l'équilibre écologique, c'est la même chose. Et ça, il l'a rappelé avec force, et c'est peut-être un peu plus entendu que ça l'était, parce que les spécialistes le disaient déjà. Des gens comme René Dumont, moi j'étais élève de René Dumont dans les années 70, il le disait déjà. Hein. Bon, mais il était peut-être moins entendu que maintenant. Alors en plus, on s'est rendu compte maintenant qu'on a atteint des limites, alors que dans les années 73-74, quand Dumont en parlait, il parlait peut-être un peu dans le désert. Maintenant, on perçoit ces limites, on les touche un petit peu. Donc, je crois que c'est vraiment important de se dire, on a fait cette avancée, enfin grâce à cette encyclique, et il faut la lire, elle est facile à lire. Vraiment, même on peut la lire à l'intérieur, il n'y a pas besoin de la lire dehors. Elle est facile à lire. Et mettre son nez. En plus, c'est des petits paragraphes, hein, des paragraphes qui vont faire entre 5 et 15 lignes sur un sujet. Il y a une numéroté, je crois qu'il y en a à peu près 300, et qui sont classés par grande catégorie. Et c'est donc quelque chose qui est aisé à lire et qui vaut le coup d'être lu. Enfin, moi, je trouve qu'il fait vraiment plaisir. Par exemple, il rappelle des choses qui sont quand même, je dirais, du bon sens, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront derrière nous. Ne parlons pas d'une aptitude optionnelle, de respecter donc l'écologie, mais d'une question fondamentale de justice. C'est un prêt que chaque génération reçoit et donc doit transmettre à la génération suivante. Donc vous connaissez cette phrase, nous n'héritons pas de cette terre, nous l'empruntons à nos enfants. Bon, ben, on devrait se la redire quand même beaucoup plus souvent, parce que la plupart du temps, on dit, ah non, mais on fait ça parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est une vision à un mois ou à un an. Mais peut-être que dans 30 ans, ça coûtera beaucoup plus cher, ou on n'aura plus la ressource pour le faire. Je rappelle quand même, sans être catastrophique du tout, que par exemple du zinc, dans moins de 15 ans, les mines de zinc seront épuisées, par exemple. Bon, il y a d'autres métaux rares comme ça dont on sait qu'on va toucher la limite de la chose. Alors, il y a des gens qui se disent, bah, tant qu'on n'a pas touché le bout, on peut continuer. Non,
par définition, on est dans cette approche qui est une approche de se dire comment vont vivre nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est sûr que notre génération à nous, enfin les plus de 60 ans, on a extrêmement bien vécu, avec beaucoup de chance, que ne vont pas avoir nos enfants. Donc ça, c'était une des choses que j'aime. Ensuite, il nous met de façon, je dirais, assez drastique devant nos responsabilités. Le numéro 194, il est très intéressant. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou bien la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux, donc il ne suffit pas d'un juste milieu, sur cette question, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Manger de la crème chocolat dont vous connaissez la marque, aujourd'hui, quand ça passe par la destruction, pour avoir de l'huile pas chère, de l'huile de palme qu'on part à Bornéo en supprimant la forêt primaire, ce qui fait que les orang-outans peuvent plus vivre, ce n'est pas un progrès. C'est important de dire à nos enfants, quand tu consommes cette marque-là, tu es en train de manger l'avenir. Parce que ces forêts primaires, elles sont notre dotation, elles sont notre patrimoine mondial. Et bien, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. Et très souvent, je dis à mes petits-enfants, c'est quand la dernière fois que tu as vu une salamandre, par exemple? Et vous, ça fait quand la dernière fois que vous avez vu une salamandre? Moi, j'en ai vu 3 et... Non, mais toi, tu te promènes dans la nature. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. En dehors des gens qui courent dans la nature. C'est ça aussi l'environnement, c'est se promener dans la nature. Et Ça donne envie de la découvrir. les salamandres, il n'y en a plus beaucoup, non mais c'est vrai. Je ne sais pas que, pourquoi, il y en avait 3. Je sais pas pourquoi. Cet été, je ne sais plus, après, il y avait beaucoup plus là. Ouais. Les batraciens sont tous des indicateurs c'est des catégories qui sont extrêmement sensibles à la pollution. Donc, moi, c'est pas pour dire, mais à l'âge de 10 ans, on allait dans n'importe quel pré après une pluie, on trouvait des grenouilles. C'est quand la dernière fois que vous avez vu une grenouille? C'est quand la dernière fois que vous avez vu une grenouille? Et pourtant, c'est pas une espèce rare, une grenouille. Enfin, c'est quand même un truc banal. Hein? Cet été, moi. J'ai vu une grenouille. L'année dernière, dans mon jardin, moi. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il y en avait des petites. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je me dis que ça arrive, ouais. Alors que, si vous voulez, dans les années 60, vous sortez après une pluie, tous les jours, vous voyez des grenouilles tout le temps. Et pourquoi elles ne sont plus là? Ben, les sauterelles aussi, il n'y en a plus. C'est un peu différent. Mais parce que les batraciens, c'est vraiment des marqueurs, c'est des marqueurs de l'appauvrissement, biologique. Bon, ben, on voit bien que, il appartient bien de notre responsabilité de se dire et de regarder, de se dire, effectivement, il ne faut pas dire ah oui, non mais si on met moins de pesticides, on va avoir moins de rendement, donc voilà. Non, c'est pas l'un ou l'autre, enfin c'est pas essayer de concilier l'un et l'autre. C'est de dire, il va falloir faire des choix, de se dire, comment on fait pour faire autrement. Et le faire autrement, effectivement, vous l'avez dit vous-même, c'est sans doute, enfin, c'est moi qui l'ai suggéré dans un groupe, alors je ne sais pas si c'est très honnête de dire, vous l'avez dit vous-même, mais le fait de manger moins de viande, ça va devenir quelque chose d'absolument, je dirais, d'absolument vital. Et en contrepartie, le fait de retrouver de l'emploi paysan, puisqu'on va dire, ah oui, mais alors comment on va vivre les gens? Bon, maintenant, c'est bien qu'on trouve un actif pour 70 bêtes d'élevage. Je ne parle pas en laitage, mais pour élever. Alors que si on élève en bio, eh bien, peut-être qu'on peut arriver à vivre mieux, parce qu'on va vendre de la viande beaucoup plus chère en circuit direct, et qu'on va en vivre avec 25. Moi, je connais un éleveur de cochons dans le pays de Forcalquier. Il tue entre 50 et 60 porcs par an. Il les nourrit lui-même, donc c'est tout du bio. Il les vend sur son marché, et avec sa femme, ils vivent bien, en vendant intégralement sur les marchés de très bons produits, et les gens font la queue devant lui jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, et très souvent, il a fini le marché avant les autres parce que tout est vendu. Donc, il vit bien, et il tue 50 cochons par an. Et puis, les Bretons, avec 500 par an, ils n'y arrivent pas. Et ils sont obligés, donc ils sont pour bio agricole, et ils sont obligés d'importer du soja du Brésil. Lequel soja est cultivé en défrichant la forêt.
Et l'importateur de soja, c'est le président de la FNSEA. Alors ça, je ne voulais pas mettre le doigt sur Xavier, faut le dire. sur Xavier Belin. Ok, mais d'accord. dire. Et surtout, c'est le président de Sophie Protéol, effectivement, de boîtes qui n'ont plus rien à voir. Bon, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Si, mais c'est bien, il faut mettre les pieds dans le plat. Bon, et donc, on est dans un système où il faut avoir le courage de dire, par exemple, bon, il a même circulé des pétitions pour demander aux grandes surfaces, est-ce que la pâtisserie que vous vendez ou le lait que vous vendez ne vient pas de la ferme des 1000 vaches? Bon, eh ben, il faut le faire, il faut le demander. Si on ne le demande pas, eh ben, finalement, on se fera refiler du lait entre guillemets industriel, alors qu'aujourd'hui, on est capable de produire, par exemple, dans un rayon de 50 km ici, on pourrait avoir assez de lait pour nourrir l'agglomération de Chambéry. Il y a un problème, c'est qu'il faut aller dans les supermarchés, si on y va, avec une loupe Pour regarder. pour lire les étiquettes. C'est plus possible autrement. Bien sûr. Bon, alors, donc, si vous voulez, je reviens à cette encyclique, et c'est important de se dire qu'il ne va pas falloir faire l'un et puis pour ménager l'autre, enfin, faire un peu l'un pour ménager l'autre. Non, il nous dit qu'il va falloir faire des choix courageux, et il nous dit, nous, en chrétiens, il ne faudra pas ménager en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier. Non, il faut choisir, il faut qu'aujourd'hui, on va vers le fait qu'on va vivre plus sobrement, vers ce qu'on appelle la sobriété heureuse. C'est Rabbi qui en parle, et c'est pas le pape, mais quelque part d'ailleurs on retrouve dans l'entrelac très riche de là aussi le concept de solidarité, de sobriété heureuse. Alors c'est intéressant à une des dernières universités de la communauté vie chrétienne, CVX, pour ceux qui connaissent. Il y avait une chose qui je trouvais très intéressant, une fille qui a dit ça comme ça: la conversion écologique, elle passe par une diminution de notre consommation. C'est ce qu'on vient d'évoquer un petit peu par exemple. Diminution de notre consommation matérielle. Et pour accepter celle-ci, on a un très fort besoin, pour pouvoir la supporter, on a un très fort besoin de s'enrichir spirituellement. C'est-à-dire que si on ne travaille pas, et si on ne travaille pas en réflexion spirituelle à partir de cette encyclique et par la prière, eh bien, l'effort qu'il va falloir faire sur soi-même pour, je dirais, vivre mieux, mais vivre, je dirais, avec beaucoup moins, ben cet effort, il est tellement à l'envers de ce qu'on nous dit, consommer, jeter, acheter, qu'il va falloir s'armer à la fois intellectuellement et spirituellement pour pouvoir résister. Et ça, je dirais, sans ça, on va être des hurons tout seul. Si on ne va pas puiser une force tout autre pour se dire, il faut qu'on avance vers cette sobriété heureuse, eh ben, on va un peu à l'envers. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, bon, peut-être pour faire comme toi, de mettre les pieds dans le plat. Par exemple, moi je suis extrêmement frappé, pour avoir travaillé sur les problèmes de mobilité depuis un certain temps, comment on est entièrement omnubilé par le concept de la voiture. Et dès qu'on parle de l'emploi, on va vous parler de la voiture. On dit, ah oui, mais si on circule moins, on pourra moins vendre de voitures. Et donc, alors, c'est intéressant, je ne veux pas rentrer dans des circuits, disons, trop économiques, mais il y a un gars qui s'appelle Philippe Quirion à l'INSEE, il a analysé combien on crée d'emplois par million d'euros de chiffre d'affaires en fonction de divers types d'activités. On dépense 1 million d'euros de chiffre d'affaires, combien il y a d'emplois là-dessus? Alors c'est une base de 2003, donc elle s'est certainement dégradée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont industrialisées. En 2003, le taux, c'était 1,82 emplois par million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut, pour développer 1000 emplois, vous voyez qu'il faut en développer, il faut en vendre des bagnoles. On ne sait pas où elles vont rouler et comment elles vont rouler, mais il faut en vendre beaucoup. Vous prenez le bâtiment. Le bâtiment, en général, c'est 10. Le bâtiment Bouygues-Vinci, comme il rationalise énormément, on est peut-être à 8,5. Mais la rénovation thermique du bâtiment, ce qui est la chose absolument indispensable qu'il faut qu'on fasse, la rénovation thermique du bâtiment, c'est 13 emplois par million d'euros de chiffre d'affaires. Et on compare avec la bagnole, et quand 1,82, si ça se trouve aujourd'hui on est à 1,70, puisque on a continué à mettre des robots, à équiper, et à automatiser les process. Donc, on va comparer 1,70 avec 13 emplois. Où est-ce qu'on doit mettre, nous, à la fois nos efforts, la politique c'est nous, c'est comment est-ce que on dit à nos représentants, il faut nous sortir une loi sur 5 ans et qui ne bouge plus, sur comment on encourage réellement la rénovation thermique du bâtiment, parce que là on est à 13 emplois par million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui a du sens. Et arrêtons de dire que, où on répète
ce que une presse globalement tenue je dirais par la finance nous répète en disant attention à la voiture. Vous enlevez, même dans une radio, je n'écoute pas beaucoup de radio périphérique, j'écoute rarement France Inter, mais sur France Inter, je suis extrêmement frappé quand on ouvre, une pub sur deux va parler de voitures. Et les voitures, elles sont, on fait quoi maintenant par les temps qui courent? Il y a moyen de réduire, je dirais, sa consommation de voitures. Il y a moyen de trouver toutes ces petites hypothèses que vous avez évoquées. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait 2 voitures par ménage? On a quand même bien vécu avec une voiture par ménage pendant un certain temps. Alors c'est vrai que quand on habite loin, c'est autrement, mais on s'organise autrement. Si par exemple, dans un collège chrétien, on disait on n'a pas le droit, au bout d'un mois, on s'organise, mais à partir de la Toussaint, ceux qui viennent en voiture, ils viennent à 4 par voiture, point final. Il y a un parent qui conduit, il y a 4 gamins dedans. Et c'est pas autrement, sauf si on est handicapé. Et puis les autres, ils viennent à pied, en vélo, en TC, en transport en commun. Voilà. Et puis si on vient en voiture, on vient à 4. Et vous verrez que devant Saint-François, ce serait beaucoup mieux que ce que c'est actuellement. Tu veux vider Saint-François? Hein? Tu veux vider Saint-François? Absolument. Oui. Ah non mais, c'est de l'antipédagogie. Alors on a déjà vu ça avec la direction diocésaine, ils vont commencer par... Mais il ne faut pas avoir peur il faut y aller, il faut dire, attendez, c'est pas une école d'handicapés, donc c'est pas chacun sa voiture. Bon, ça c'est juste, j'allais dire, la déclinaison de ce que nous dit le pape de façon extrêmement, je dirais, libre et motivée. Bon, je vous donne un exemple, mais voilà, on a la chance en Savoie, on a une direction de l'enseignement diocésain qui est très réceptive. Dans les établissements, c'est autre chose. Mais à Saint-Ambroise, par exemple, il y a eu des périodes où ça a été bien, puis c'est comme ça, quoi. Ça fluctue. Il y a un superbe parking à vélo. Je n'ai jamais vu plein. Alors qu'il y a 900 élèves ou combien? 13, 12, 1100. Bon, avec les classes prépa maintenant. Avec les BTS, c'est 1100 maintenant. Bon, 1100 élèves. Pour y aller. C'est vrai que cet endroit. Ouais, c'est vrai qu'à 18 ans, on a le cœur faible. Même à pied, avec les voitures, tu ne te gares pas. Bon, Le pire, c'est Saint-François. Oui, et Saint-François, je veux dire, je vais y aller, moi je vais bientôt y aller, mais je veux dire, il va falloir quoi. C'est bien parce que l'évêque est pas trop loin, donc il va pouvoir faire des petits rappels au règlement. Mais alors, à contrario, on a la maison diocésaine où, effectivement, vous avez pointé quelques petits dérèglements liés au chauffage, parce que le chauffage est à reprendre. Mais il y a eu depuis qu'on a lancé la date au Savoie, il y a eu de très belles avancées. On a la chance d'avoir un directeur de la maison diocésaine il fait partie de notre groupe, mais il est vraiment hyper motivé. Donc on a fait l'isolation des combles. Ça y est, c'est quand même un comble, c'est que les combles n'étaient point... Les vieux prêtres, ils logeaient, il y avait le plâtre et puis la toiture vide au-dessus. Ce qui fait qu'il fallait chauffer à mort. Et ça y est, on a une isolation des combles qui est bien faite avec des lois de cellulose, donc c'est un truc intéressant. Bon, il a systématiquement, dans tous les groupes qui viennent, parce qu'il loue quand même beaucoup les stalles à l'extérieur, il y a un encouragement très fort de dire il y a les transports en commun, il y a le vélo, venez à plusieurs en covoiturage. Il a eu le courage d'enlever une place de parking, qui était une place de parking couvert, pour en faire des abris à vélo couverts. Bon. Il a posé des actes qui sont intéressants, et par exemple, à partir de, je crois que c'est début 2017, il y a une journée sans viande par semaine. Ça a été proposé aux résidents permanents, et ça sera proposé... Une journée, j'ai pas compris, 100? Non, un repas sans viande. Ah, un repas sans viande. Un repas de midi. C'est un repas de midi sans viande. C'est pas une ouais. journée, c'est un repas de midi sans viande. D'accord. Le soir, de pas y en avoir. Bon, c'est des choses intéressantes. Bon, il y a un encouragement très fort à lutter contre le jetable. Il essaye de voir systématiquement là où est-ce qu'on pourrait réduire le jetable. Et alors, peut-être certains d'entre vous connaissent le CEDRE, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Le groupement d'achat. Bon, grâce à, je dirais, à l'ouverture de la maison diocésaine, ils ont vu qu'on commençait à bouger un petit peu. Et leur dernier congrès, je ne sais pas si c'est tous les 3 ans, leur dernier congrès s'appelle Heureux les sobres. C'est tout un programme. Et il y a eu un vrai travail de fait à ce congrès. Et on a parlé un peu justement des efforts qu'avait fait la Savoie et notamment la maison diocésaine de Chambéry. Ça a été présenté. Il y avait 500 congressistes qui étaient là, avec Alain Rico, donc un des membres de notre équipe. On a été présenté un peu comment on essayait d'avancer dans des paroisses, dans des congrégations, dans des mouvements, comment ça commence à bouger, pas extrêmement vite, mais à la maison diocésaine, ça bouge effectivement plus vite qu'ailleurs. La communauté du chemin neuf est en train
elle a mis longtemps, mais maintenant, ça y est, elle est en train de rentrer directement maintenant dans cette, je dirais, dans cette démarche d'allègement de l'empreinte écologique dont on vient de parler. Et alors, aussi une chose qu'il faut se dire, c'est que cette démarche que là, de recherche de sobriété, c'est une très très grande chance pour faire avancer l'œcuménisme. Pourquoi? Parce que nos frères protestants, les orthodoxes, il n'y en a quasiment pas en Savoie, mais nos frères protestants sont globalement beaucoup moins incultes que nous dans ce domaine, parce qu'ils sont plus marqués par la culture suisse, germanique ou anglo-saxonne, et où on est globalement meilleur. Et donc, eux ont des pratiques déjà, si vous voulez, par, je dirais, les échanges que les pasteurs entre eux, ainsi de suite, et notamment avec les Suisses ou les Anglais, ils ont je dirais, des pratiques actuellement d'économie qui sont rentrées dans leur culture. Et ça, nous, c'est une chance, on a beaucoup à apprendre avec eux. Alors, on a commencé à faire des premiers balbutiements, parce que vous savez qu'il y a une journée de la création qui a été décrétée par le pape. À l'intérieur de la semaine, il y a du mois de l'écologie qui est donc le mois de septembre, hein, je crois du 6 septembre au 6 octobre, parce que le 6 octobre, c'est Saint-François d'Assise. Oui, Saint-François d'Assise. Hein, voilà. Il y a un mois de respect de la création, et le 6 septembre étant la journée du respect de la création pour démarrer ce mois en question. Eh bien, on a fait, par exemple sur Chambéry, on a fait deux célébrations œcuméniques, une à Saint-François et Saint-Clair sur les routes de Chambéry, et l'autre au temple protestant. Et c'était pas la même, mais c'était, disons, c'était un ensemble de deux célébrations. Une c'était au début et l'autre c'était au milieu. Et une pasteur est venue faire une causerie et des animations sur les Hauts-de-Chambéry, et Louis Duret est venu faire une causerie à l'intérieur du temple. Bon, et on a avancé tout doucement, essayé d'avancer. Alors le problème, c'est que la communauté protestante est vraiment extrêmement, elle est dynamique, mais extrêmement faible en nombre. Donc les gens le peu de gens qu'il y a sont très 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 chargés, et donc c'est pas très facile de faire avancer des choses nouvelles chez eux. Mais, et moi, c'est une des choses qui me donne le plus d'espoir, parce que je ne comprends pas comment on en est encore là où on en est avec nos frères protestants. Eh bien, je me dis que ces avancées écologiques sont l'occasion, de collaborer, et d'apprendre de leur part. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui me paraissent, je dirais, de nature à avoir, je dirais, à avoir un message d'espoir important. Moi, je vous recommande vraiment cette lecture de l'encyclique, parce qu'on y trouve, je dirais, des occasions d'espoir et des occasions de réflexion qui sont vraiment rafraîchissantes, et c'est quand même important de savoir que parce que le pape, bien sûr, c'est pas lui qui a écrit l'encyclique, mais c'est lui qui l'a piloté, c'est lui qui l'a fait, qui a fait se rassembler des commissions de très haut niveau pendant longtemps, qui ont travaillé pendant 18 mois sur la chose. Et en plus, je ne sais pas si c'était le cas chez vous, si vous l'avez entendu, mais moi je connais un certain nombre de gens qui sont des non-chrétiens, qui, ayant lu ça, ont dit « Ah, c'est une avancée. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Ah oui, ça on va... Ah ben si j'avais su, je ne tiendrais pas les propos que je tiens sur l'Église, ainsi de suite, quand je vois ce que... » Bon, moi qui fréquente un peu les milieux écologistes, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, une fois qu'ils ont lu ça, ils regardent l'Église différemment. Donc déjà, je dirais, c'est aussi un mouvement un peu prophétique, que de faire bouger les gens grâce à cette mise en œuvre d'une toute autre logique, qui est celle notamment qui nous vient d'un pape d'Amérique du Sud, qui par définition a cette sensibilité des pays pauvres, et ça, je crois que c'est une vraie richesse. Moi, j'ai un peu honte d'être ici, parce que je ne l'ai pas lu. C'est pas grave. Justement, T'es le seul. Personne ne m'en a fait la pub. Oh, t'en as entendu parler. J'en ai entendu parler, oui. On a dû leur parler. Oui, mais est-ce qu'il faut en acheter une douzaine
et les vendre à la sortie de la messe. Je ne vois pas plus, moi. Alors, Mais j'aurais bien Le aimé. mien n'est plus Donc, vendable. je vais l'acheter quand même. oui, oui, alors, Je ne sais pas où je vais la trouver, mais... La mienne si est- tu la trouves extrêmement... Dans des librairies, tu la trouves chez Garin, tu la trouves chez De Citre, tu la trouves... Non, c'est... Alors, ça, c'est une grosse version, mais il y en a des versions beaucoup plus intégrales, mais il y en a qui font moitié moins, avec autant de... et on le trouve pour 4 euros. Hein. Oui, mais où? Eh ben, donc, chez De Citre. C'est le site. Bon. Et chez Garin aussi. Donc ça se vend. Henri, il y a quelques mois, notre évêque nous a bombardé, excuse-moi l'expression, la rue du Quéréon. Eh, ah ben, Kéros. mais, On j'ai a oublié d'en vendu, Ah oui, bah oui, ben, tu vois. on a proposé à plusieurs messes et à plusieurs... Oui, on l'a vendu, mais bon. Et j'en ai encore un stock à vendre. Ah, Vous auriez dû les amener. Ben oui, mais je les ai oubliés. tu vois, comme quoi. Je suis preneur. Alors, il y a ils sont au presbytère de la Roire, ils sont au secrétariat, derrière la chaise de Michel, Alors, prêts à sortir. en 2 mots, c'est une initiative des éditions Bayard qui voulait, au moment au mois de juillet, au moment où l'encyclique commençait à se diffuser, de juillet 2015, ils ont dit on va en faire une revue grand public. Ils ont fait une revue donc de 80 pages et ils ont proposé à tous les diocèses de pouvoir personnaliser cette revue. Donc ils ont appelé ça Cahier du Kéros. Moi je trouve ça un peu curieux comme nom, mais enfin bon, c'est le nom qui a été choisi. Cahier du Kéros. Et puis au pluriel, alors qu'il n'y en a eu qu'un numéro, bon. Mais ça fait ambitieux. Mais l'idée, c'était, donc, ils ont proposé de faire 4 pages au début et 4 pages à la fin, donc pour faire 88 pages, qui étaient les initiatives du diocèse. Et moyennant quoi, le diocèse est plus une couverture un peu personnalisée. Le diocèse s'engageait à en acheter un certain nombre. Et donc, l'évêque m'a demandé de faire le secrétariat de rédaction, et on a fait 4 pages déjà sur effectivement le fait qu'il y avait une équipe de service qui se lançait, et puis quelles étaient les initiatives qui avaient été prises par des gens qui étaient, si ce n'est des chrétiens ou des gens proches. On a parlé de ce que fait notre ami, je ne sais pas si vous connaissez ce que fait Martin Lesage avec oui. Cité Libre. Cité Libre, par exemple, c'est une initiative d'un chrétien qui a maintenant une grosse société régionale sur une coopérative donc, de mise à disposition de voitures, donc de partage de voitures. Et bien en même temps, il gère le bureau d'études Eneos, qui fait de la rénovation thermique du bâtiment. Et c'est lui qui a fait le suivi des travaux de la maison diocésaine. On a parlé des travaux que fait notre ami Alain Ricot, qui fait partie de notre équipe. Alain Ricot, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez entendu parler de la maison Zen? Oui. Oui. Qui c'est qui connaît la maison Zen? Il y a 1, 2, 3, 4. La maison Zen, Zen, ça veut dire zéro énergie nette. Et c'est une maison qui, même au mois de décembre, sur l'ensemble du mois de décembre, qui est le mois le plus défavorable, produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Parce qu'elle a réduit au maximum ses consommations et elle a maximisé ses productions. Bon, elle a des panneaux photovoltaïques sur le nord et sur le sud, c'est pas parce qu'il ne savait pas faire, c'est un spécialiste. Et donc, il a 2 exemplaires comme ça, il y a une petite et une grande. Et bien, voilà, c'est une avancée qui est intéressante. Bon, bien sûr, il y avait l'exemple de l'abbaye de Tamier qui est très connu sur le fait qu'on méthanise le petit lait qui avant était rejeté dans les ruisseaux. Bon, donc on a présenté un certain nombre on a présenté aussi l'itinéraire de Brice Vong en tant qu'ingénieur en chef chez EDF, dans la démarche qu'il avait dans la promotion de l'hydraulique. On a essayé de présenter un certain nombre de petites, je dirais déjà de petits savoir-faire professionnels qui étaient développés en Savoie. Et donc ça fait l'objet de cahiers du Kéros qui sont vendus 5 € et on peut les vendre un peu moins cher maintenant. Enfin, sauf ça vient à la paroisse parce que globalement ça s'est vendu. Ah oui, non, mais n'importe comment on a payé d'entrée. Hein. Voilà. Ah bon, On nous a pas posé la question, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, mais Mais c'est pas grave. il en reste une dizaine. Ouais, ça- Voilà, donc cahier du Kéros pour pouvoir en entendre parler. Donc vous pouvez venir Mais- sans souci, on a cofourni. Mais ce dont tu fais état, c'est malheureusement le fait qu'on vit dans un état de saturation et que comme il n'y a pas eu de choses, je dirais, il n'y a pas eu de scandale autour de ça. Il y a eu un scandale que ça t'aurait marqué. Il n'y a pas eu de scandale. Donc malheureusement, alors qu'on est sur un texte fondateur. Moi, beaucoup de gens disent que peut-être qu'il y a 20 ans qu'il n'y a pas eu une encyclique aussi importante, aussi marquante
aussi bien dans le monde de la chrétienté que en dehors de la chrétienté. Et ça, c'est... Oui. Il y a, enfin, je voulais signaler pour aller dans ton sens qu'à Lyon, il y a une personne de gauche, enfin, ou extrême gauche, enfin, bon, qui a fait donc une conférence à la faculté catholique de Lyon, Tout récemment. sur Laudato Si. Et en disant, voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec certains paragraphes, mais l'essentiel me paraît tellement important que je vais à la rencontre d'eux. Donc ça, je trouve que c'est important. Et il n'y a pas que à Lyon, il y a eu aussi un autre endroit. C'est une initiative de la chaire Jean Baster. Donc, Jean Baster était un écrivain, poète, écologiste chrétien. Et à sa mort, il a donc créé à la Catho de Lyon une chaire qui s'appelle la chaire Jean Baster et qui effectivement est à l'initiative de ces causeries. Il y avait un cycle de 4 causeries justement le regard de non-chrétiens sur Laudato Si. Et ça, je trouve que c'est effectivement une très très belle... Tu fais bien de le rappeler. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous pose comme question, mais sur le fait que, en tant que chrétien, on a, j'allais dire maintenant, en plus, on a une injonction forte avec cette encyclique, on aura encore plus le devoir que d'autres, je dirais, d'être au moins à la fois du poil à gratter et je dirais des gens qui font. Parce que je rappelle que ce que disait Gandhi, auquel je crois moi absolument, l'exemplarité n'est pas une façon de convaincre, c'est la seule. C'est la seule. Moi, si je peux vous parler de mobilité, c'est parce que je suis venu en vélo. J'aurais préféré me mettre les fesses dans ma voiture, mais je me suis dit, de toute façon, d'abord, c'est pas loin, j'habite à Barbara, c'est pas très loin, ça monte même pas, bon. Il faisait pas très très chaud, mais ça allait bien. Je peux pas venir parler de ça si je viens tout seul dans une voiture qui fait 1100 kilos. Je disais dans mon petit groupe, 1100 kilos, je sais pas, elle va avoir consommé peut-être un demi-litre, même pas, un quart de litre d'essence. On dit un litre d'essence, c'est rien, ça coûte 1,20 €. Bon. Un litre d'essence, ça fait rouler une voiture pendant 20 km en moyenne, 5 litres au 100. Est-ce que vous avez déjà essayé de pousser votre voiture pendant 20 km? Vous voyez? Et encore, vous la pousserez à 5 km/h en marchant, si vous arriviez à la pousser sur 20 km. Est-ce que vous vous rendez compte l'extraordinaire potentiel qu'on a là, qui lui va se réduire? Enfin, il y en a encore, mais il va se réduire. Et qui, de toute façon, il va falloir arrêter de le consommer. On a entre les mains quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il ne va pas falloir consommer même tout ce qu'on a. Je rappelle une chose incontournable, c'est un chiffre qu'il faut bien se rattraper. Si on ne veut pas aller au-delà, en 2050, aller au-delà de 2 degrés. Alors on sait bien que 2 degrés, c'est déjà un maximum qu'il faudrait vraiment plutôt se tenir à 1,5. Si on ne veut pas aller à une hausse de température de plus de 2 degrés, il faut que le tiers du pétrole connu reste dans le sol, la moitié du gaz connu reste dans le sol, et 80% du charbon connu reste dans le sol. Le tiers du pétrole, la moitié du gaz, 80% du charbon. Donc s'il reste dans le sol, ça veut dire que, il faut consommer moins, il faut consommer des négawatts. Ça vous dit quelque chose, des négawatts? C'est les watts qu'on n'a pas consommés. Donc il faut produire des négawatts. Et puis deuxièmement, il va falloir effectivement s'ouvrir beaucoup plus aux énergies renouvelables. Mais d'abord, il faut fabriquer des négawatts. Et ça revient à l'exemple dont je parlais, l'aluminium. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un point de fixation ni d'adada, mais si on a lancé cette opération aluminium dans une 25 écoles chambériennes, c'est parce que c'est un outil pédagogique. C'est que l'aluminium, c'est de l'électricité emballée. Je dirais dire la différence entre 1000 et 11 000. Bon, il vaut mieux faire une filière à 1000, puis après, je rappelle que ça se vend aussi 1000 € la tonne. Donc, l'école qui s'occupe de collecter 1 tonne d'aluminium, pour le sou des écoles, elle récupère 1000 €. Par les temps qui courent, c'est pas si mal que ça. Elle peut faire une sortie en quart d'une journée. Bon, ça vaut quand même le coup. Or, 1 tonne d'aluminium... Alors, une école de 300 élèves, une école primaire de 300 élèves, si une famille sur 2 s'en occupe, une famille sur 2 peut sortir entre 5-6 kilos d'aluminium. On fait... et c'est vraiment... Non, mais allez, vous parlez de l'aluminium ménager. Ok, l'aluminium ménager, ça c'est pour la sensibilisation, c'est pour que les gamins ramassent des canettes dans la rue. Ça c'est la sensibilisation.
5 à 10% du poids. Le reste, c'est les profilés, les bâtons de ski, les guidons de vélo, les pédales, les cocottes minutes, les poils. C'est ça. Voire un moteur en alu. Si vous voulez, c'est ça qui va faire le poids. Le reste, c'est de la sensibilisation. Le papier de chocolat, c'est sympathique, mais si vous voulez, c'est... Voilà. Pour faire une tonne. Non. Il n'y a pas de- non. Mais alors que si on a un profilé, si vous voulez, dès que vous avez des profilés, dès que vous avez une cocotte minute en alu, bon ben là on raisonne en kilos. Donc là ça commence à valoir le coup. Donc je dis, quand il y a une famille sur deux qui s'en occupe, on arrive à une tonne. Bon, il faut que quelques parents d'élèves s'en occupent, mais c'est pas, enfin c'est un objectif un peu volontariste, mais pas du tout difficile à obtenir. Enfin, il faut s'en occuper un peu. Et c'est aussi mobilisant qu'une fête des écoles, pas plus. Mais surtout, on peut faire une infinité de travaux pédagogiques à partir de ça, et se rendre compte qu'avec une tonne d'aluminium, donc vous voyez qu'une tonne d'aluminium, on a économisé 10 000 kWh, différence entre 1000 et 11 000. Donc on a économisé 10 000 négawatts. Or, une école qui n'a pas de chauffage électrique, c'est une école moderne, pas une école... eh bien, une école, si vous voulez, elle consomme à peu près 15 000 kWh. Donc, elle économise en termes climat, non pas en termes économiques, mais en termes de ce qu'on appelle de raisonnement climat, elle a économisé les 2 tiers de sa consommation électrique, simplement par l'effort des gamins et des parents. Ben, rien que je dirais, d'abord, ça constitue une force de groupe. Vous vous rendez compte, on a économisé l'équivalent des 2 tiers de notre consommation. C'est fabuleux. Et donc, ça crée une dynamique dans l'école, tout en ayant une approche totalement, je dirais, totalement raisonnable. Et puis, le gamin, ben, quand il aura fait ça, plus jamais il jettera de l'aluminium. Et je rappelle que cette opération, elle a été lancée avec l'accord explicite de Chambéry Métropole. Pourquoi ? Est-ce que certains parmi vous ont visité le centre de tri des déchets de Chambéry ? Est-ce que ça se visite ? Ouais. Le centre de tri des déchets, vous avez les déchets, ils circulent dans un certain nombre de dispositifs pour séparer les phases, le léger, le lourd, le magnétique, le non magnétique. Or, l'aluminium, on le trie par ce qu'on appelle des courants de Foucault. Appareil à courant de Foucault. Mais si vous avez un carton qui fait 250 grammes à plat, et que dessous vous avez une canette d'aluminium, la canette elle fait 13 grammes. Eh bien, le courant de Foucault ne sera jamais assez fort pour soulever les 250 grammes pour que la canette puisse partir. Donc la canette, elle va partir avec les déchets. Et actuellement, tous les pays qui sont très avancés en matière de tri des déchets, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, une partie de l'Angleterre, eh bien, ces gens-là, toujours, ils traitent l'aluminium à part. L'aluminium est collecté dans un truc, et très souvent d'ailleurs, soit dans les centres sociaux, soit dans les écoles, soit dans les pharmacies, on stocke l'aluminium à part. En Suisse, il y a une société qui s'appelle Alu Suisse, dont le boulot, c'est de collecter l'aluminium, justement parce ça a une très forte valeur environnementale, et 2, parce que comme c'est très léger, ça se mélange mal, ça se trie mal par rapport au reste. Bon. Donc, quoi faire ? Ben, je dirais aujourd'hui, pourquoi pas faire la même chose dans une paroisse ? On ferait même que 500 kilos dans une paroisse tous les 2 ans. Peut-être qu'on économiserait, peut-être en équivalent climat, la moitié de la consommation d'électrique de la paroisse. Et je rappelle qu'il n'y a plus que 2 usines d'aluminium en France. Il y a Saint-Jean-de-Maurienne qu'on a sauvé. Là, le Conseil général a fait c'est important de le dire. Jean-Pierre Verle, notamment, a réussi à sortir, avec l'aide d'ailleurs d'un type qui s'appelle Olivier Beau, qui est un cadre du MCC, ils ont réussi à sauver cette usine, en justement la faisant reprendre par Trimet, qui sont des gens qui font de la fonderie de vieil aluminium. Et tout doucement, à Saint-Jean-de-Maurienne, on va faire, mais dans une longue période, on va fondre de plus en plus du vieil aluminium, alors que pour l'instant, on utilise... Je rappelle que Saint-Jean-de-Maurienne consomme plus d'énergie, enfin, l'usine de Saint-Jean consomme plus d'énergie que l'agglo de Grenoble. Que l'agglo de Grenoble dans son ensemble, 400 000 habitants. Bon. Et la deuxième usine, c'est Gravelines, dans le nord, à côté de Dunkerque. Et vous avez une usine nucléaire à côté de Gravelines, il y a 6 tranches nucléaires, il y en a une qui ne sert qu'à l'usine d'aluminium. L'usine d'aluminium ne ferait plus que de la fonte, il y a une tranche nucléaire qui tombe d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir de religion, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Le négawatt fait qu'on peut fermer une tranche. Aujourd'hui, où ils partent ces déchets ? Ils partent en Chine. C'est que les Chinois, actuellement, ils ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines. Enfin, ils ouvraient, parce que comme ça a tendance les choses ont tendance à se stabiliser un peu, heureusement, ils ouvraient une centrale à charbon toutes les semaines. Et en même temps, ils disent qu'il va falloir réduire les émissions. Eh bien, eux, ils avaient tout intérêt, en plus, en frais de retour, à transporter de l'aluminium. Pour eux, c'était quasiment gratuit de transporter. Et donc, les déchets aluminium, ils partent en Chine. Parce qu'ils vont les fondre en Chine, et là, c'est eux qui gagnent les négawatts.
Au lieu que ce soit nous qui gagnons les mégawatts, c'est eux qui les gagnent. Donc, on marche quand même un tout petit peu sur la tête. Hein. Alors, heureusement, tout ça, c'est en train de se tasser. Vous savez qu'il est urgent de ne pas d'investir dans le transport maritime. Le transport maritime, en ce moment, est en train de se tasser, si vous voulez, bien. Et les grands investissements qu'on a fait pour faire des immenses bases de rotation de conteneurs, heureusement, je vais dire heureusement, puisque c'était la folie, heureusement, ça commence à se tasser un peu, parce que on peut peut-être quand même fabriquer sur place, en Europe, des choses dont on a besoin en Europe. Et donc, cette idée que, rien que vis-à-vis de l'aluminium, que l'aluminium, on peut très bien au minimum le fondre en Europe, qu'il soit en Belgique ou en France ou en Espagne, mais le fondre pas trop loin de chez nous, c'est une façon comme une autre d'avoir cette autre façon de dire on n'a pas besoin de miser sur une augmentation de la production électrique, mais au contraire sur le fait que nos pratiques vont nous amener à consommer moins de cette énergie dont on a besoin. Bon, les chrétiens là-dedans, ils peuvent jouer un rôle, de dire et surtout de faire, parce que ils sont crédibles s'ils font. Voilà. Et si on cherche des sous pour une paroisse, ça peut être... En tout cas, si jamais vous avez des idées là-dedans, moi je suis prêt à vous aider à l'organiser, voir comment on le vend et où on le vend, qui on le vend. Voilà. Mais on peut faire ça aussi par nos écoles, que ce soit des écoles... Qu'est-ce qu'il y a comme école libre ici là? Sainte-Lucie. Il y a Sainte-Lucie à la Revoir. Ah oui, la Revoir. Notre-Dame de la Salette à La Salette à Sainte-Lucie. Et la Villette, qui est pas loin. Mais c'est... La Villette aussi. La Villette aussi. La Villette, ouais. J'en ai déjà parlé avec Pierre Landèche. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je redis, Oui. le 13